Bonjour à tous et merci d'avoir pensé à m'inviter. On ne changera pas l'agriculture sans son consentement, on ne le fera pas contre son gré. Et donc c'est vraiment important de réfléchir à pour quelles raisons est-ce qu'on doit bouger. Et l'agroécologie semble une solution majeure. Et comme elle est très gourmande en information, et bien évidemment, elle va utiliser le numérique pour arriver à cet objectif-là. Donc de facto, si on veut bouger, il faut relier l'agroécologie et le numérique. Simplement, le numérique peut aussi servir à aller plus loin dans une agriculture encore plus industrielle. Et donc, il y a un pari derrière le fait que l'utilisation du numérique va être couplée avec une éthique qui amène à bouger dans le bon sens. Alors, donc, je vais vous parler de la contribution de la technologie et des agroéquipements à la mise en place des pratiques agroécologiques. Juste en deux mots qui je suis un chercheur INRAE dans l'unité agroécologie ici à Dijon. J'ai travaillé sur le montage et le suivi du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement. J'ai travaillé sur le chantier agroécologie au sein d'INRAE. J'ai beaucoup investi dans Ecophyto. Je suis chargé de mission sur le numérique, agroécologie et agroéquipement. Et puis, je travaille au sein de l'association Robagri, qui est en charge du grand défi robotique agricole qu'on a mentionné. Et donc, à travers différents travaux, j'ai pu contribuer à la réflexion sur la mise en place de ce secteur de réflexion. Je vais aborder ma présentation à travers 4 points. On va revenir un peu sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de bouger. Je pense que c'est vraiment important parce que ça donne les pistes de où est-ce qu'il y a de la marge de progrès potentiel. Et derrière, ça définit un peu les stratégies qu'il faut qu'on déploie. On va revenir sur quelques principes importants derrière l'agroécologie. Comment on fait pour aller plus loin. Et puis finalement, qu'est-ce qui relie tous ces éléments-là. Et donc, je vais commencer en essayant d'aller rapidement sur un peu toute la partie constat sur la situation actuelle de l'agriculture. Vous connaissez tous ça. Là, sur une carte qui montre que sur les pesticides, il y a des endroits où on a réussi à baisser, puis d'autres où, au contraire, on a augmenté. Globalement, on est à peu près stable. Et ça a des incidences, évidemment, sur le fonctionnement de l'agriculture, mais aussi sur l'environnement dans lequel on est, et notamment sur la qualité de l'eau. Et est sorti un rapport très intéressant dans lequel vous trouverez énormément d'informations sur les conséquences du choix du modèle agricole intensif sur les ressources et donc à travers une analyse sur l'eau. Je retiens juste un bout, la nécessité de diluer jusqu'à 20 fois à travers des forages d'eau fossile pour passer en dessous du seuil de non-potabilité. Donc vous voyez que ça a des conséquences majeures sur le choix d'organisation de ce secteur. Ici, une carte qui montre comment ont évolué les nombres de molécules disponibles pour les agriculteurs, ici les herbicides, avec un pic du nombre de solutions disponibles maximum autour des années 90, et puis une baisse depuis qui s'explique par le fait qu'on retire plus de molécules du système que l'on en amène de nouvelles. Et donc, sur la base de ce delta négatif, les agriculteurs sont face à une situation où finalement il y a de moins en moins de solutions disponibles. Parallèlement, on voit qu'on a fait bouger notre évolution de l'analyse de la toxicité et de l'écotoxicité des molécules. Ici, avec un graphique qui montre juste la relation entre la toxicité aiguë et la toxicité chronique. On voit qu'il y a un facteur 100 de l'un à l'autre. Et donc, des doses qui étaient considérées comme étant sans effet aigu vont être considérées comme ayant un effet sur une toxicité si ils sont régulièrement présents dans l'environnement. On va retrouver évidemment toutes les réflexions sur le perturbateur endocrinien, polluant éternel et les effets cocktails. On peut mettre tout ça sur une matrice où on voit comment ça a évolué. On a commencé avec la toxicité aiguë dans les années 30. On est passé sur la toxicité chronique et la question de la bioaccumulation dans les années 70 avec Silent Spring et l'accumulation des DDT dans les chaînes trophiques. On a à partir des années 90 les premières réflexions sur les effets perturbateurs endocriniens. Autour des années 2000, comme valeur pivot, on peut commencer à voir les premiers travaux qui disent mince, il y a beaucoup de polluants éternels et les molécules sont présentes dans l'environnement avec des effets néfastes qui s'accumulent au cours des années. On peut même éventuellement imaginer les 2 étapes d'après, mais on voit que le système est toujours plus complexe et qu'on mobilise des produits qui sont potentiellement dangereux, qui devraient, si on suivait la logique des médicaments, être délivrés sur ordonnance, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il faut, dans ce cadre-là, essayer de se passer des pesticides. C'est ce qu'on essaye de faire à travers les pratiques agroécologiques. Mais les agricultures actuelles se préparent mal, finalement, à ça. Mais vous avez vu, il y a le Parsada, il y a un effort pour essayer de pousser. On connaît presque les étapes d'après. On va travailler sur les effets cocktails et on va découvrir des synergies, des additivités. On a commencé à avoir ça. Et puis, on va sans doute passer à l'étape d'après,
c'est que les pesticides ont des effets catalyseurs. Ils vont accroître la sensibilité à une gamme élargie de stress qui conduisent à une perte de fonctionnalité par effet direct ou indirect, qui fait que les écosystèmes ne sont pas du tout aussi efficients à absorber les perturbations futures, et donc que ça va se croiser et se renforcer avec d'autres problèmes tels que ceux qui sont induits par le changement climatique. Dans ce contexte-là, il y avait 234 substances actives en 2023, et on les perd. On en a perdu à peu près la moitié depuis le maximum dans les années 90, et on va en perdre encore sans doute la moitié d'ici 2033 si on suit la tendance actuelle. Et donc, il faut vraiment faire son deuil d'une stratégie, un problème, une solution. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des éléments positifs quand même par rapport à ce tableau qui est assez noir? Eh ben, l'élément, c'est qu'évidemment, je l'ai mentionné, les pesticides se retrouvent dans l'eau et 10,2 millions de Français boivent de l'eau qui est non conforme. Pour autant, on voit que si un effort est fait pour essayer de changer la donne, eh bien, dans l'exemple qui est donné ici, qui a été repris dans le journal Libération, ils ont réussi à diminuer la moitié des pics de concentration de pesticides dans les nappes souterraines en ayant des contractualisations avec les agriculteurs. Les surfaces en agriculture biologique dans les zones de captage d'eau ont été multipliées par 4. Et ça, c'est pour les zones d'alimentation de Paris, soit 3 000 hectares sur 12 000. Et la quantité de pesticides utilisés a été réduite de 77%. Cette prévention des pollutions coûte au minimum 3 fois moins cher que le traitement curatif. Et donc, ça concerne 115 agriculteurs pour 17 000 hectares et 50 000 euros, qui est considéré comme étant donc 3 fois moins cher que s'il fallait ramener l'eau dans un contexte de potabilité. Et donc, il y a des vrais intérêts et des vraies pistes qui, lorsqu'elles sont mobilisées, sont capables d'amener des restaurations, des matrices. Et donc là, il y a une vraie lueur d'espoir sur le fait que si on généralise les approches agroécologiques, on peut attendre des retours sur investissement bénéfiques. Alors pas forcément pour les agriculteurs, mais pour la société. Si je reviens sur la pression sur les sols, la matière organique des sols a plusieurs effets. Elle va travailler sur le climat avec le stockage du carbone. Elle va bouger sur la capacité à retenir de l'eau et à dégrader les polluants. Elle va montrer une activité biologique et elle va jouer sur la fertilité chimique et la structure du sol, permettant de maintenir la capacité à produire. Dans ce contexte-là, il y a des variations sur les teneurs médianes en carbone organique dans les sols, avec des endroits où c'est stable, jaune, des endroits où ça a eu tendance à plutôt augmenter, ces endroits en bleu, et des endroits où, au contraire, ça continue à diminuer, et c'est les endroits en orange sur cette carte. On voit donc des situations extrêmement contrastées. Il est très important de savoir qu'est-ce qui différencie ces situations. Est-ce que c'est simplement une matrice pédoclimatique et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ou est-ce qu'il y a des pratiques qui sont menées chez les uns qui pourraient être massifiées chez les autres? Tout ça se fait dans un contexte où on change l'utilisation des sols avec des matrices qui sont négatives, et ces changements d'occupation des sols se traduisent par des capacités différentes à stocker du carbone, et donc on va vers une difficulté croissante à assurer le stockage du carbone dans les sols à partir du moment où on modifie ce qu'elles font. Alors là, j'ai repris une publicité qui m'a marqué, le plus gros tracteur à châssis rigide du monde, et c'était une sorte de fierté. La fiche technique, 14 tonnes, un moteur de 12 litres, 6 cylindres, 500 chevaux, 50 km/h et 2 circuits hydrauliques qui délivrent 430 litres par minute. Vous voyez le monsieur à côté du pneu qui montre une idée de la taille du truc. Dans le même temps, j'ai repris des travaux menés à INRAE, à l'Agrotechnopole, sur les effets de tassement avec un équipement qui permet de le faire et qui montre que, passé un certain seuil, on génère des tassements en profondeur. Et j'ai repris des travaux publiés par Arvalis avec 2 éléments. Les tassements situés en profondeur ne peuvent être récupérés par des opérations culturales habituelles. Donc il y a une forme d'irréversibilité. Et il continue en disant le passage répété au même endroit avec des outils qui sont trop lourds amène des pertes de rendement significatives allant jusqu'à 30%. Pourquoi? Parce qu'en tassant les sols, on a perdu de la capacité de rétention d'eau et on rend plus difficile pour les plantes d'aller chercher des horizons profonds. Et donc on voit que les agriculteurs sont les premiers punis dans des situations où on est dans du changement climatique à utiliser du matériel qui est trop lourd et qui va augmenter les risques qui se retrouvent dans des situations où une faible sécheresse a des impacts majeurs sur les cultures.
Tout ça se fait dans un contexte où en fait on continue à drainer et à irriguer. 6 000 hectares sont drainés, 30 000 hectares sont irrigués et en face on peut mettre en gros 47 000 hectares qui se sont convertis au bio avec un peu de tassement ces toutes dernières années. L'inexorable progression du recours à l'irrigation montre qu'il y a une véritable tension autour de cette ressource et tout le monde imagine son avenir en pensant qu'il aura droit à l'irrigation et ceci n'est pas certain. Voilà. Donc voilà quelques grands chiffres. Les autres sur la poursuite de l'augmentation de la taille des exploitations. Elles se sont hyper spécialisées de manière croissante, c'est sur la partie gauche, et leur taille a augmenté, c'est sur la série des cartes à droite. Et on avait écrit avec ma collègue Cécile un article pour dire que si on veut bouger sur l'agriculture, ça ne se fera pas sans agriculteurs dans les champs. Ici, un point juste toujours sur le rapport de l'ADEME sur le carbone organique dans les sols pour dire que les infrastructures agroécologiques sont des éléments essentiels pour fixer du carbone, entre 0,1 et 1,3 tonnes de carbone par hectare et par an, et ça sur 20 ans. Et donc, dans un contexte où il faut stocker du carbone, ces éléments-là ont une place majeure dans les stratégies. Et pour autant, la disparition des haies continue à être une réalité. Vous savez qu'on paye pour en rajouter, mais dans le même temps, on en perd en gros... c'est marqué quelque part, 10 000 km, on en perd 10 000 km par an entre 2006 et 2014. Voilà. Et il y avait un projet de loi pour essayer de maintenir la haie, et le projet de loi des finances 2025, il n'est pas voté, propose de réduire de 110 à 30 millions d'euros le budget alloué au pacte pour la haie. Donc on est dans une situation où on voit qu'un certain nombre de difficultés peinent à trouver leur complément financier. Les dernières évaluations disent qu'on perd plutôt 20 000 km de haies par an. Donc le bilan de cette partie est assez sombre, une forte pression exercée sur à peu près tous les compartiments de l'environnement, des incidences sur la production agricole, pas d'inversion de tendance, mais plutôt une amplification. Et donc les implications, l'agroécologie comme seul modèle envisageable, c'est même plus une option, c'est une nécessité. Il peut apparaître comme un renoncement à une complication pour certains, on va y revenir. Elle peut induire une politique de petits pas parce que c'est un accompagnement d'une transition par rapport à un système qui maîtrise mal un certain nombre de ressources que l'agroécologie va vouloir mobiliser. Dans cette affaire, le citoyen reste peu clair. En fait, il veut bien le changement, il ne veut pas payer pour ça. Et en fait, on est dans une situation où il serait intéressant d'anticiper plutôt que subir. Est-ce qu'on est en mesure d'offrir des solutions de biocontrôle à nos voisins, par exemple? Est-ce qu'on préfère être parmi ceux qui les ont inventées ou ceux qui les achètent? Voilà, dans ce contexte-là, j'ai pris une définition de l'agroécologie qui est politiquement correcte. Elle dit qu'elle vise à mobiliser l'ensemble des processus naturellement présents dans le but de diminuer l'empreinte de l'agriculture face à sa dépendance aux ressources, et dont certaines sont peu renouvelables, et ça sans rien lâcher sur les objectifs de production. Ce dernier bout, je ne l'aurais pas mis au départ, mais maintenant, ça devient une nécessité de le rajouter si on veut pouvoir continuer à travailler avec tout le monde. Ici, une illustration de ce qu'on peut faire par rapport à une situation d'érosion des sols que vous voyez sur la partie haute de l'image, où on peut travailler de différentes manières, en changeant la manière dont on organise les paysages, en travaillant sur des pratiques agronomiques, ici à travers des couverts végétaux, mais aussi en adoptant des pratiques qui relèvent de la technologie, ici avec un travail sur l'asservissement de machines plus petites et ou un travail sur la pression des pneumatiques. Tout ça doit être mobilisé. J'ai repris ici une vision portée par l'USDA à travers un document de 2023 qui dit ce qu'il attend du numérique, et il dit le numérique a un potentiel à accroître l'efficacité du secteur agricole tout en contribuant à la réduction des coûts, à l'augmentation des rendements, à l'amélioration du bien-être des exploitants. Mais il ne mentionne pas sa capacité à faire bouger toutes les valeurs non marchandes, toutes les choses invisibles qu'il faut rendre visibles pour faire une agriculture durable. Autrement dit, on poursuit dans la même trajectoire en faisant mieux, mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux qu'on a vus juste avant? C'est vraiment ça la question. Et donc, dans ce contexte-là, un peu d'agronomie, on va regarder deux choses. La première, les bienfaits de la diversification que vous connaissez, puis il y a un document d'INRAE qui a mobilisé beaucoup de gens pour travailler là-dessus, qui contient une analyse complète de cette information. Sur le graphique de gauche, pour le blé tendre, on voit la dépendance moyenne en nombre de traitements standardisés entre des situations où on fait blé sur blé et des situations où le blé ne revient que très rarement dans la rotation. Et vous voyez qu'on peut économiser à peu près la moitié des pesticides en basculant d'une situation à l'autre. Le même graphique, finalement, sur le colza reproduit le même phénomène. Plus la proportion de colza est importante dans l'environnement, plus il faut traiter le colza pour arriver à lui faire produire ce que l'on souhaite. Et donc là, il y a pareil 2 traitements qui séparent les situations où le colza est relativement rare dans le paysage,
par rapport à la situation où il présente une part prépondérante allant jusqu'à 20% de l'assolement. Voilà, donc des stratégies qui sont connues pour essayer de diminuer les pressions de ravageurs, et ça, des choses que l'on peut faire, mais qui nécessitent de se réorganiser. Un autre exemple ici, permis par les plantes de service, une pratique qui est plutôt un succès d'éco-phyto. Vous voyez ici un champ de colza, alors sauf qu'on ne le voit pas, donc j'ai mis un petit cercle rouge pour qu'on voit qu'il y avait une feuille. À l'automne, en fait, c'est surtout des tournesols, de la facélie et tout un tas de choses. Et en revanche, toutes ces espèces qu'on a rajoutées au colza vont permettre de cacher le colza vis-à-vis des ravageurs majeurs. On a choisi des plantes qui sont gélives, et donc ces plantes vont disparaître avec le froid hivernal. Et en sortie d'hiver, vous avez la photo en bas à droite du même champ qui montre qu'il n'y a plus que du colza. Et donc ces plantes ont permis de limiter un nombre de traitements insecticides. Ils ont occupé l'espace, on peut être amené à mettre moins d'herbicides. Et puis les plantes qui vont mourir pendant l'hiver vont faire un peu de reliquat azoté dont les plantes vont pouvoir profiter. Et donc on peut faire des économies sur la fertilisation azotée. C'est ce que cet agriculteur souligne. Et il dit que lui, il ne reviendra pas sur cette technique-là, qu'elle a été extrêmement favorable. Et de fait, 150 000 hectares de colza sont des colzas associés. Ici, deux autres formes qui montrent que ce qu'un agriculteur a obtenu peut être généralisé. Sur le graphique de gauche, on voit la comparaison entre les rendements entre le colza seul et le colza associé. Le fait que tous les points soient au-dessus de la médiane, la majorité des points soient au-dessus de la médiane, montre qu'on a un meilleur rendement quand le colza est associé. Dans le graphique de droite, on voit que tous les points sont plutôt en dessous de la bissectrice. Et ça, c'est le nombre de larves de ravageurs d'automne présents sur ces colzas. Et donc, on voit qu'avoir associé des colzas à d'autres espèces a permis de les cacher à un certain nombre de ravageurs et de diminuer la pression exercée sur le colza. Donc, deux éléments bénéfiques qui nous expliquent bien comment ces régulations-là et ces processus biologiques peuvent être mis en place. Et donc, significativement moins de larves et un meilleur rendement. Alors globalement, les systèmes agricoles intensifs visent en fait à une seule chose, c'est on fait rentrer beaucoup d'intrants, on espère récupérer beaucoup de sorties et on a des externalités. Ça, c'était le choix du modèle intensif. Et finalement, ce qu'on vise, c'est à exporter un maximum de choses et on n'a pas beaucoup d'intérêt à laisser quoi que ce soit dans le système biologique. Donc la partie grise est petite relativement à la partie bleue. Dans un système dans lequel on veut une conduite agroécologique, en fait, l'ambition, c'est que le système soit autoporteur de son fonctionnement, et donc plus autonome, plus sobre, et puis qu'il apporte des régulations biologiques ou sa capacité à restaurer sa fertilité et ou à dégrader des matières qui sont polluantes dans l'environnement. Et donc, dans ce système-là, vous voyez que la machinerie intérieure est beaucoup plus compliquée, et donc elle va consommer une part importante de l'énergie, parce que les chaînes trophiques vont consommer une partie des ressources acquises. Et donc, dans un système agroécologique au temps zéro, si tout est égal par ailleurs, eh ben, on exporterait moins et on laisserait plus pour alimenter le système biologique. Et avec une conséquence, c'est que tout le monde va tomber sur le système en disant attention, ça ne nourrira pas la planète, l'agroécologie. Et donc, il y a une réelle réflexion qui a été menée sur est-ce inéluctable ou est-ce qu'on peut changer ça. Et en fait, le rêve, c'est de faire agroécologie 2.0. Vous voyez que la partie en bleu est égale à ce que l'on puisse exporter avec la partie conventionnelle, mais le ratio bleu-vert est celui que l'on attend d'un système agroécologique. Et donc, il faut des systèmes extrêmement productifs pour faire de l'agroécologie. Et donc, c'est un des premiers travaux qui a été mené, et vous voyez la traduction de ça à travers la proposition de faire de l'agroforesterie, des cultures associées, mettre de l'interculture, et puis apporter faire des apports exogènes de biomasse. Ici, juste une synthèse de quelques articles qui reprennent l'intérêt en equivalent ratio d'avoir des associations de cultures. Si on a deux cultures qui chacune n'a pas exactement les mêmes, enfin n'a pas du tout les mêmes besoins que l'autre culture, chacune sur un espace trouve que tout l'espace lui appartient à elle toute seule. Elle fait donc 100% de ce qu'elle peut faire. Et donc deux cultures qui ne se gêneraient pas du tout font 200% d'équivalent production. C'est le land équivalent ratio vaudrait 2 dans ces cas-là. Si en revanche elles ont exactement les mêmes besoins, ce que vous avez fait avec une culture enlève d'autant à l'autre, et donc les deux cultures se complètent de manière purement additive, et leur ensemble fait 1, la moitié d'un hectare pour l'une et la moitié d'un hectare pour l'autre, pour générer la totalité, ni plus ni moins, même si on les range autrement. Et donc vous voyez dans ce tableau qu'en fait la majorité des situations génèrent des land équivalent ratio qui sont bien supérieurs à 1, et donc il y a des gains de productivité de l'ordre de 40% que l'on peut capter à travers la capacité à cultiver deux espèces différentes dans le même espace.
Ici, une traduction concrète avec des essais que l'on mène à Bordeaux, où le tracteur est en train de semer du soja dans une céréale à montaison. Et ça nécessite évidemment d'adapter le matériel pour pouvoir faire ça sans écraser la culture qui est déjà en place. Elle aura donc 1 mois ou 2 mois d'avance. Et lorsqu'on moissonnera la première culture, la deuxième sera déjà présente et on pourra la récolter dans la foulée. Donc la baisse de rendement de l'agroécologie, ce n'est pas une fatalité. Il y a plein de marges d'amélioration possibles. On peut travailler sur la fertilité, on peut travailler sur le choix et la vigueur des variétés et des porte-greffes. On peut travailler sur le travail sur la taille et le morphotype. Enfin, on peut faire énormément de choses en termes d'association de cultures. Voilà. Et après, on peut rendre plus systématique des conduites de 2 cultures en une saison, avec le dérobé ou le relais cropping que je vous ai montré. On peut coupler une culture productrice de grains avec une autre qui fait de la biomasse. On peut valoriser des digestats dans des systèmes de petite taille qui sont menés de manière intensive. Tout ça pour dire qu'il y a plein de pistes pour essayer de rattraper la perte de productivité intrinsèque à mettre... ne pas mettre tous les intrants ad libitum dans le système. Mais tout ça, ça ne peut se faire qu'en utilisant des équipements nouveaux et en utilisant le numérique pour gérer au mieux des situations emboîtées, donc nécessairement plus complexes. Sur cette base-là, on dispose déjà de plein de machines qui peuvent nous aider à faire ça. On a de la précision, on a des tris post-récolte, on peut asservir des machines, on peut gérer des couverts. On sait cultiver de la biomasse, on peut gérer de manière différenciée le rang et l'entre-rang. Donc, il existe au temps zéro beaucoup de pistes que les agriculteurs peuvent déjà mobiliser pour essayer de faire avancer des processus de conduite qui relèvent plus ou moins de l'agroécologie. Ici, une diapositive pour rappeler qu'il y a eu une aide financière dans le cadre de France Relance pour aider les agriculteurs à acheter des agroéquipements ayant une valence agroécologique, avec les 5 listes qui contenaient des équipements ayant potentiellement un intérêt. Je ne vais pas les commenter, mais le caractère agroécologique ne transparaît pas toujours de manière totalement évidente. Et 2 visions coexistent. On peut rentrer par la finalité, la sobriété, l'efficience, les nouvelles conduites, les services écosystémiques, le boucage des cycles, le long terme, toutes des stratégies et des mots-clés que vous trouverez associés à l'agroécologie. On peut aussi rentrer par la technique, la sécurité, la fiabilité, les plateformes multi-outils, les courts termes. Et tout ça, c'est les réalités de l'instant. Et donc, si on veut trouver un chemin qui permet de faire bouger, il faut rendre compatibles ces 2 éléments. Et c'est là-dessus que, finalement, le numérique et les agroéquipements sont nécessaires. Je ne vais pas revenir sur les CEPP, mais c'est un endroit où on peut vérifier ce que les agriculteurs font déjà. Et ils utilisent des méthodes physiques, des évitements à travers des pratiques agronomiques, du biocontrôle et de la biostimulation, et beaucoup le choix variétal. C'est quantifié. Je vais donner quelques exemples de pistes qui sont vraiment intéressantes. La première, effectivement, il y a des équipes qui ont travaillé sur la stratégie des feuillages en verre pour mieux aérer la végétation, mais aussi du coup pour éviter d'avoir des foyers qui passent d'une année sur l'autre. Et il y a des systèmes dans lesquels c'est maintenant une pratique assez quotidienne. Je pense à l'arboriculture. Il y en a d'autres pour lesquels cette pratique reste encore à développer. Et je pense à la viticulture avec des effets extrêmement bénéfiques sur la moindre incidence des maladies qui atteignent actuellement la vigne. Et puis un autre essai à côté qui montre que depuis 20 ans, on savait prélever des fruits, ici avec le robot Magali sur lequel avait travaillé Irstea, c'est Magref à ce moment-là, et qui montre qu'on sait enlever des fruits, mais avec un rythme qui n'en fait pas un robot cueilleur, mais qui en revanche en fait tout à fait un robot susceptible d'être mobilisé pour enlever des fruits abîmés tout au long de la saison, pour essayer de diminuer d'autant la présence des inoculums dans les parcelles, avant que ceux-ci ne se transfèrent d'un fruit à l'autre. Et là, il n'y aura pas des milliers de pommes à enlever pour maintenir plus bas les taux de moniliose, et ça permettra de reculer d'autant la date des premiers prélèvements. Le numérique fait l'objet d'un suivi particulier. C'était important que je remette le travail qui est mené pour essayer d'avoir un suivi des propositions, et elles sont très nombreuses. Ici, avec le portail Wiki Agritech, et c'est Corentin Leroux de la Aspexit qui tient à jour cette liste-là. On pourrait utiliser tous ces éléments-là pour discuter de leur contribution potentielle à l'agroécologie. Donc on peut rentrer par l'offre technologique pour essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans et potentiellement le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant n'est pas nécessairement ce que les agriculteurs ont le plus acheté avec l'aide financière dont ils ont pu profiter. Je vais revenir sur la généralisation de résultats vraiment intéressants. Ici, avec l'exemple d'une gestion par contraception à l'échelle des populations avec la technique de l'insecte stérile.
Ici, pour gérer le Carpocaps dans l'Ontario, avec la série qui montre toutes les choses qu'il faut faire pour en arriver là. Je veux attirer votre attention sur ce qui est en rouge, moins de 0,2% de dommages à la récolte sur près de 91% des vergers, diminution de 94% des populations sauvages de Carpocaps, diminution de 96% des quantités de pesticides appliquées depuis le début du programme, et des bénéfices qui sont extraits de ce système-là, qui montrent que pour 1 euro investi, on récupère 2,5, enfin 1 dollar investi, on récupère 2,5 dollars. Donc tout un tas de voyants au vert. Et on voit bien que cette stratégie-là, qui nécessite de multiplier des insectes, de leur apporter, de gérer leur cycle de développement, éventuellement de trier les sexes, puis après de faire une distribution régulière ici à travers un petit quad, peuvent être entièrement automatisés. Donc on pourrait tout à fait avoir un robot qui vient faire ce travail de dispersion. Donc on voit bien que les technologies peuvent apporter des changements majeurs sur des dimensions qui sont hautement importantes pour sortir de notre dépendance aux produits phytosanitaires. Un autre exemple pour montrer qu'on peut aller loin, ici avec une réflexion sur comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture biologique qui soit compatible avec l'agriculture de conservation des sols. Et on commence enfin à voir des premiers essais qui laissent présager une sortie possible de ces pratiques-là. Et donc là, avec une machine qui va contrôler l'état de la végétation d'une culture pérenne entre les rangs de la culture de céréales qui a été semée dans ce couvert de luzerne. Et donc là aussi des besoins évidemment de précision, mais aussi de technologie pour savoir à travers des modèles lorsqu'il est le plus important d'intervenir. Alors on a un verbatim d'une action un peu similaire menée, et vous trouverez ça sur Internet, avec un autre équipement qui fait ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit l'agriculteur. Il faut prévoir 2 à 3 passages à la surface pour désherber, pour avoir une pleine efficacité, se passer totalement des herbicides. Donc vous voyez qu'on a des solutions. Mon retour d'expérience sur l'usage de l'Orbis, qui est donc la machine qui est là, dans le cadre de ce projet, est très positif. Pour le moment, je n'envisage pas d'investir dans cet outil pour ma ferme. Ah bon ? Pour des questions de rentabilité. En effet, j'ai chaque année 35 hectares de maïs. Il faudrait plus de 10 ans pour amortir l'achat. Le coût du programme herbicide à l'hectare est moins élevé. Le débit de chantier de l'Orbis est moins élevé. Les charges de mécanisation sont plus élevées. Par contre, si je devais passer en bio, la question de l'achat se poserait et serait pertinente. On voit bien que tant que les équipements sont à la charge du seul agriculteur, il coince. Et tant que sa référence, c'est il existe des phytos, forcément, il n'en veut pas. En revanche, on lui dit maintenant, il n'y a plus de phytos et demain, il n'y aura plus d'herbicides. Tout à coup, il trouve ça très intéressant. Et donc là, on travaille avec des prototypes qui sont des petites séries. Ils ne sont pas du tout au coût qu'auront ces machines-là le jour où elles vont se démocratiser. Et donc, on voit bien aussi qu'on a dépensé 400 millions pour accompagner les agriculteurs dans l'achat d'équipements. C'est ça qu'on voulait qu'ils achètent, c'est Orbis. Ce n'est pas des systèmes d'irrigation. Voilà. Donc du coup, on voit bien qu'en fait, on a des éléments qui permettent de bouger. Simplement, effectivement, il faut qu'on arrive à passer le seuil où on mobilise suffisamment un cortège élargi autour des agriculteurs pour accompagner ces démarches. Dans le cadre du travail de Robagri, on avait travaillé avec les filières sur qu'est-ce qu'on pouvait faire, et elles ressortent tout un tas d'éléments qui sont du ressort de l'agroécologie et qui se traduisent par des actions qui seraient susceptibles d'entrer dans les itinéraires de pratiques culturales. Je ne vais pas le détailler, mais sans doute on voit que derrière ces pratiques agronomiques, en fait, il y a besoin d'avoir des bonnes variétés, des ressources disponibles, une cohérence des chantiers, mais il y a aussi besoin d'avoir tous les éléments pour pouvoir le faire. Et derrière, ce n'est pas forcément qu'une affaire de matériel, c'est une affaire de débouchés, de temps pour le faire, plus que d'un obstacle physique à mener l'action. Et donc, il y a une réflexion sur les modèles économiques qui permettent d'accompagner l'agroécologie. Les agriculteurs ne feront pas de l'agroécologie tout seuls. Et tant qu'on ne donnera pas une valeur aux éléments non visibles de l'agroécologie, les bénéfices sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé, eh bien, il sera difficile de juger que les meilleurs modèles agroécologiques sont du niveau des meilleurs modèles d'agriculture intensive. Ici, une réflexion sur l'intérêt de l'agroforesterie en vigne, où je ne vais pas le détailler, mais le fait de rentrer des arbres, et c'est une pratique qui a été acceptée par beaucoup d'agriculteurs, enfin viticulteurs, permet d'apporter des bénéfices à caractère agroécologique, meilleure utilisation des ressources, plus grande diversité biologique, création d'un microclimat favorable à la qualité des produits. Évidemment, tout ça se fait dans un contexte où, bien sûr, ça nécessite des évolutions de conduite. Il faut pouvoir travailler sur des machines qui passent dans ce système-là. Ça nécessite d'élaguer en hauteur, ce qu'on ne sait pas forcément bien faire. Il y a des bandes enherbées à gérer. Et puis, ça doit garantir la facilité de récolte des produits. Donc, ça peut avoir des incidences sur l'organisation des parcelles et la taille des machines.
Et donc, dans ces cadres-là, la robotique peut avoir tout un tas de potentiel pour réaliser une partie des actions nécessaires à la mise en place de ces stratégies, qui auront de toute façon lieu, puisque si on veut maintenir la vigne dans les endroits où elles sont actuellement, il faudra tenir compte du changement climatique. Ici, j'ai choisi un exemple que je trouve extrêmement intéressant sur la mobilisation des UV pour renforcer la capacité des plantes à se défendre elles-mêmes. Et donc, des propositions qui sont sur le marché actuellement. Et j'ai retenu cet exemple parce qu'en fait, sur la partie gauche, c'est le premier cas où le robot décide tout seul d'aller travailler en fonction des données de la station météorologique. C'est lui qui prévoit de faire le tour des parcelles qui lui sont allouées, enfin qu'il doit protéger. On a vu le numérique envahir le secteur agricole et à telle enseigne qu'il a fallu changer l'ensemble des catégories qui sont primées dans les CIMA Innovation Awards et autres, où on a fait tout un tas de nouvelles listes pour essayer de reconnaître les mérites de solutions numériques. 5 minutes, ça va aller. Et donc, évidemment, des questions éthiques. Est-ce qu'en faisant le choix du numérique, est-ce qu'on aide l'agriculteur et on fait un agriculteur renforcé ou est-ce qu'on fait quelqu'un qui va dépendre d'outils supplémentaires et ou de technologies dont il n'a pas une maîtrise complète pour réaliser ses missions? Est-ce que du coup, ça devient au moins en partie un technicien et un informaticien pour être capable de mobiliser ces stratégies? Comment est-ce qu'elles sont enseignées? Comment est-ce qu'elles sont partagées? Et donc, il y a une vraie réflexion sur est-ce que toutes ces technologies sont souhaitables et est-ce qu'elles ont été évaluées à l'aune du risque qu'elles font courir que l'agriculteur perde le contact avec son outil et son expertise de base. Et donc, il y a des interrogations majeures qu'il faut qu'on traite. Et ça peut être dans une partie SHS. Est-ce que finalement, quand on fait dialoguer des gens qui rentrent par l'agronomie et des gens qui rentrent par les technologies, combien de temps ils mettent à se comprendre? S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de pratique. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de marché. Qui se lance? Donc, comment est-ce qu'on lance le processus? Comment est-ce qu'on évalue? Il y a un périmètre agriculteur avec un rapport coût-bénéfice et à la fin, effectivement, il faut qu'il ait envie d'adopter ces nouvelles pratiques. Et puis, il y a un périmètre élargi d'acteurs avec des droits et des devoirs de chacun. Les coopératives ont leurs responsabilités, les agences de l'eau aussi et les consommateurs, évidemment. Et comment est-ce qu'on évite la contradiction de vouloir faire plus avec moins dans les systèmes agroécologiques? Il y a des vraies questions autour de ça. Je laisse la parole aux élèves qui finalement avaient une réflexion sur comment est-ce qu'on fera l'agriculture demain. Et un des éléments qu'ils mettaient en place, c'était un auxiliarium qui est ni plus ni moins qu'un aquarium où on fabrique sa propre solution de biocontrôle et où on peut demander à un système plus ou moins automatisé d'en faire la quantité nécessaire pour réaliser un lâcher. C'est ce qui était proposé dans cette petite BD, proposée par des élèves qui avaient été retenus dans le prix du GIS, relance agronomique, du groupement d'intérêt scientifique. Et tous ces éléments-là sont visibles dans une bande dessinée qu'on a faite et pour laquelle vous pouvez, on a négocié que les droits soient libres et donc vous pouvez la télécharger et regarder quelle est la vision qu'ont les jeunes de la place du numérique dans les processus agricoles. Voilà, il y aura donc des grandes fonctionnalités qu'on peut faire bouger et qui vont offrir autant de marge et de levier d'action pour faire évoluer les systèmes et qui nécessitent de s'appuyer sur des principes d'agroécologie et un pilotage parce qu'il y a beaucoup d'informations à capter pour pouvoir les mener à bien. Et derrière, j'en ai retenu quelques-uns, valoriser les mois d'été, réduire le poids des équipements, profiter du tri post-récolte pour cultiver autrement, fabriquer sur place sa solution de biocontrôle, occuper l'espace, imbriquer la production de graines et de biomasse, systématiser les leviers prophylactiques et choisir des pratiques amplifiant les hétérogénéités. J'ai montré un peu des exemples de toutes ces catégories-là. On a en fin d'après-midi un atelier dans lequel ça sera l'occasion de revenir sur quelle peut être la stratégie pour que des machines et du numérique puissent accompagner ces démarches-là ou d'autres. J'ai demandé à l'IA de me générer une stratégie sur comment est-ce que j'entretiens la qualité des cultures. Et vous voyez, il nous a mis des robots qui sont censés faire de l'essimage. Alors là, en l'occurrence, le débit de chantier ne sera pas tout à fait à la hauteur. Voilà. Et donc, pour relier technologie et agroécologie, on a là deux termes qui, en fait, ne partagent pas grand-chose au départ. Ce n'est pas les mêmes disciplines, ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas les mêmes périmètres d'action.
Mais en fait, ils se retrouvent intimement liés, l'un parce qu'ils traitent du pourquoi et l'autre du comment. Et donc, il y a un réel challenge à relever. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'endroit plus chaud dans la planète que de travailler sur l'interaction entre le numérique et l'agroécologie. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, on a le temps, 10 minutes de questions. Et donc, n'hésitez pas, j'ai enlevé la moitié de mes diapositives. Voilà, j'avais trop de choses à dire. Mais donc, ça sera peut-être l'occasion d'aborder ces points-là si vous le souhaitez. Qui veut se lancer? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Mettez bien près de la bouche le micro. Bonjour Xavier. On a eu un exposé dans une assemblée générale du département BAP d'un économiste qui montrait qu'un des sujets importants, c'était la façon dont on écoule les produits agricoles et qu'en fait, on pouvait changer tout ce qu'on voulait s'il n'y avait pas la filière et puis aussi les routes efficaces pour transférer les produits agricoles à leur marché. Ça ne fonctionnait pas et les filières, finalement, même si elles fonctionnaient d'un point de vue technique, on va dire. Oui. Alors, j'avais deux diapositives là-dessus. La première pour montrer qu'effectivement, dans le numérique, un des premiers éléments importants du numérique, c'est la traçabilité. Comment on prouve que les vaches ont brouté de l'herbe plutôt que manger de l'ensilage. Comment on garantit et on certifie que les cahiers des charges ont bien été suivis. Et donc, il y a des cahiers des charges. L'exemple classique qu'on prend, c'est Lu Harmonie. L'entreprise Lu, pour certaines filières de gâteaux, a fait un cahier des charges où il y a 50 mesures qui peuvent contribuer à l'agroécologie. Notamment, ils récoltent que chez des agriculteurs qui ont mis des bandes fleuries en place. Vous trouverez ces chiffres sur Internet. Donc, on voit que la traçabilité du mode de production jusqu'au consommateur est un moyen, à travers l'acte d'achat, de favoriser certains modes de production, parce que sinon, la comptabilité d'un agriculteur qui pollue et d'un agriculteur qui ne pollue pas, c'est la même sur la base de la comptabilité. On ne peut pas vérifier qu'il a eu des pratiques importantes. On le voit peut-être à travers l'éco-régime, ainsi de suite. L'autre bout, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait un consentement à payer du consommateur, sinon ça ne marche pas. Et derrière, effectivement, il faut mettre en place toute la machinerie pour que ces choses-là soient possibles. Vous avez vu qu'à travers l'expertise collective sur les bienfaits de la diversification à toutes les échelles menée par l'INRA, on trouvait que c'était toujours favorable, ou presque toujours favorable, de faire de la diversification. En revanche, effectivement, ça nécessite de multiplier autant de filières dans les territoires, et ça a un coût. Et donc, quand on juge de l'efficacité de l'agroécologie, il ne faut pas la juger par rapport à un niveau équivalent d'agriculture conventionnelle, il faut la juger pour qu'elle soit capable d'absorber les surcoûts générés par le fait qu'en perdant la diversification, on perd l'hyperspécialisation des territoires. J'avais une diapositive que je n'ai pas gardée, mais l'hyperspécialisation des territoires s'est poursuivie sur la période actuelle. Pourquoi? Parce que si vous êtes un chef d'entreprise qui fabrique de l'amidon de maïs, vous débrouillez pour que tous les agriculteurs autour de vous fassent du maïs, parce que comme ça, vous avez la meilleure solution qui permet de raccourcir les chaînes d'approvisionnement, et c'est là-dessus que vous faites les bénéfices maximum. Donc, il y a des forces très fortes pour économiser d'échelle, et j'aimerais bien savoir, et j'ai posé la question, mais je n'ai pas encore la réponse, combien chaque Français que nous sommes profite du fait que la France a décidé d'être un grand pays exportateur de céréales sur le coût de notre baguette. Le fait qu'on ait décidé d'être un grand exportateur de céréales fait qu'effectivement, on gère des volumes extrêmement importants. On a des silos, on a des camions, on a des trains, on a des ports céréaliers. Toutes ces choses-là, évidemment, elles permettent de faire de l'export, mais elles permettent aussi de bénéficier d'un amortissement de ces gros équipements pour le marché intérieur. Donc il y a sans doute des retombées bénéfiques à avoir ce choix de l'hyperspécialisation sur le coût de notre alimentation. Il faut avoir ces informations-là pour prendre les décisions sur le choix agroécologique en ayant toute connaissance de cause. Sinon, on se fera toujours planter. Christian. Merci beaucoup. Merci Xavier pour ta présentation. J'avais deux questions dans deux champs totalement différents, histoire de te faire réagir. En gros, le monde agricole, il est en tension autour de deux choses. D'une part, la recherche d'économies d'échelle et d'autre part, répondre à son aversion au risque. Tu as beaucoup parlé du premier, tu as peu parlé du deuxième. Oui. Est-ce qu'autour des agroéquipements, il y a quelque chose à jouer autour de ça? Et puis le deuxième point,
il n'y a pas très longtemps, l'ex-commissaire européen Thierry Breton disait que de toute façon, tant qu'on n'arrive pas à augmenter le nombre de robots par humain pour produire beaucoup plus par tête de pipe, on ne s'en sortira pas. On est très loin des premiers, des meilleurs pays mondiaux là-dessus. Donc en gros, on aurait tendance à dire oublie l'agroécologie, mets des robots partout et basta cosy. Est-ce qu'on pourrait faire exactement l'analogie de Thierry Breton sur les robots en disant plus vous aurez d'agroécologie, plus vous ferez travailler la nature gratuitement pour les humains, et auquel cas le PEPR agroécologie numérique n'a jamais été à ce point-là un oxymore. Moi, j'aime bien cette deuxième partie. Je pense qu'il y a encore des travaux de recherche à mener sur ces questions-là. Moi, j'ai l'habitude de dire que le robot trayeur, et il y en a 10 000 en France, est le premier robot à avoir contribué à l'agroécologie en France. Pourquoi ? Parce qu'à travers sa présence, il a permis de maintenir l'élevage à des endroits où sinon on l'aurait fait disparaître. Or, quand on maintient l'élevage, on maintient des systèmes en polyculture-élevage, on peut diversifier les cultures parce qu'on est capable d'autoconsommer, on est capable de valoriser un certain nombre de produits secondaires, et puis on est capable de... voilà, on est capable de maintenir du coup l'élevage à des endroits où sinon ça aurait disparu, de maintenir des prairies et des zones naturelles qui sont très importantes pour le maintien de la biodiversité. Donc, je ne vois pas d'incompatibilité entre utiliser les robots et vouloir, à travers les robots, amplifier le bilan global de profiter de la biologie, de faire fonctionner la biologie. Et donc, le capital biologique, il doit pouvoir profiter pleinement du numérique pour s'amplifier. Mais c'est là la difficulté que je mentionnais tout au début, c'est que le numérique peut aussi servir à faire une agriculture toujours plus industrielle. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on associe de facto l'utilisation du numérique et les changements correspondants à quelque chose qui va dans le sens de la durabilité ? Et c'est sans doute à travers les modèles économiques. Il faut le faire en décidant que les bénéfices, ce n'est pas seulement les bénéfices pour l'agriculteur, c'est les bénéfices pour les filières, c'est les bénéfices pour les territoires et c'est les bénéfices pour les citoyens. C'est peut-être ça qui peut faire la différence. Et donc, on amène le coup de pouce à travers les modèles d'affaires, là où en fait on pense qu'il y a quelque chose à gagner à ce que les agriculteurs bougent dans le bon sens, et du coup ils auront envie de le faire. Voilà, bon, ça c'est la première chose. L'autre question que tu as posée, elle était sur les systèmes assurantiels. Alors il y en a pas beaucoup. On a besoin de beaucoup d'informations. On a besoin de s'assurer quand un agriculteur a pris un système assurantiel qu'il a fait quand même tous les efforts possibles et imaginables pour ne pas utiliser l'assurance. Sinon, évidemment, le montant de sa police d'assurance va être l'équivalent de ce qu'on va lui rendre. Et donc, il va toucher 20 000 euros, il va falloir qu'il paye 20 000 euros. Les assurances ne sont pas capables de fabriquer de l'argent. Voilà, donc, au mieux, elles peuvent rendre. Si tout le monde touche, tout le monde paye. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est des systèmes comme pour l'automobile, c'est-à-dire chaque fois que vous avez pris un abonnement à l'assurance et que vous ne l'avez pas utilisé, vous avez une ristourne potentielle de 5% sur le montant que vous allez payer l'année d'après. Et donc ça peut amener des gens à avoir des pratiques vertueuses. Il y a d'autres qui consistent à faire par une tierce personne le travail pour que du coup, ce ne soit pas l'agriculteur qui soit responsable. On voit que dans ces systèmes-là, il faut effectivement passer par des tiers de confiance, il faut passer par des systèmes d'information où c'est le tiers qui connaît la parcelle sur laquelle il doit intervenir et qui va venir faire les actions nécessaires en lien direct avec celui qui va lui passer le produit phyto mais qui ne va pas nécessairement lui vendre. Ces systèmes-là existent, ils sont vertueux, mais ils nécessitent beaucoup d'échanges pour pouvoir se mettre en place. Donc on voit que faire vivre les systèmes assurantiels, c'est une piste pour que les agriculteurs dépendent moins des phytos, mais que ça nécessite d'être cadré par des éléments qui amènent à ce que les tricheurs ne puissent pas trop facilement embarquer dans le système. Et ça a besoin d'un peu de surveillance et de connaissances. Quelquefois, on a besoin d'informations à l'échelle territoriale pour prendre les bonnes décisions à l'échelle d'un agriculteur. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a du partage d'informations à faire. Et après, donc, il y a toute la question de la traçabilité, du contrôle, avec toute la difficulté que ça pose de savoir si Big Brother est en train de vérifier tout ce qu'on fait. Mais si les agriculteurs gagnaient des sous à faire ça, ils seraient prêts à ce qu'il y ait un partage de l'information. Enfin, voilà. Peut-être une dernière question avant de passer. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Julie Labatut, je suis dans le programme co-breeding au sein du PEPR. Je voulais rebondir sur la question de la performance des systèmes actuels qui
je trouve qu'on ne dit peut-être pas assez que, quand on dit la transition agroécologique, il faut qu'elle soit à performance stable par rapport au système actuel. Mais si on prend la performance dans toute sa complexité, les systèmes actuels ne sont pas du tout performants. D'une part, ils sont extrêmement soutenus, ça provoque des injustices alimentaires énormes. Oui. Et au niveau environnemental, ils sont tout sauf performants. Donc, je trouve que ça devrait être peut-être davantage mis en avant pour questionner cette place de la performance dans les objectifs de la transition agroécologique, de quelle performance on parle. Et aussi le fait qu'on dit souvent effectivement que les consommateurs ne sont pas prêts à payer, les agriculteurs ne sont pas prêts à payer. Mais en fait, si encore une fois, le dernier rapport là, du Secours catholique sur l'injuste prix de l'alimentation montre à quel point, encore une fois, le système actuel est incroyablement soutenu, mais soutenu vers des pratiques non durables. Donc peut-être qu'en réorientant les soutiens vers l'agroécologie, on aurait moins ce problème de dire « Ah, mais les consommateurs ne veulent pas payer ». Bon, d'accord, avec tout ça, ça prend un quart d'heure pour essayer de vous répondre de manière complète. Il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Effectivement, moi je pense qu'on ne pourra pas changer un système si on ne change pas la manière de l'évaluer. De fait, il y a beaucoup d'autres performances qui doivent rentrer en ligne de compte. Alors, on avait des exemples sur les travaux qu'on a menés sur les alternatives au S-métolachlore, qui est un herbicide qui polluait l'eau de 6 millions de Français par an et pour lequel l'agriculteur payait 3 € de redevance pour pollution diffuse par kilo de produits achetés, là où les citoyens des mêmes communes payaient plus de 10 € chacun pour compenser les effets de pollution que quelques agriculteurs avaient générés. Et donc, on voyait bien que si on avait négocié directement avec les agriculteurs en disant « Écoute, tu n'utilises pas le S-métolachlore, mais en revanche, on te donne 40 000 € pour que tu aies la capacité à prendre de la main-d'œuvre pour faire du désherbage mécanique à la place, et donc que tu ne sois pas coincé par ça », non seulement l'agriculteur aurait été gagnant, mais aussi la société. Et donc, on voit qu'il y a des solutions qui n'arrivent pas à émerger parce qu'on n'arrive pas à mettre ensemble tous les acteurs qui sont susceptibles de débloquer le système. Donc ça, c'est une piste qui est vraiment essentielle à mobiliser. Et ça nécessite un partage de connaissances et un accord sur le fait qu'effectivement, les performances doivent être évaluées sur beaucoup d'autres critères que les seuls critères actuels. Les gens ne veulent pas payer cher pour l'alimentation. C'est 13% du montant moyen de salaire des ménages. Ça remontait un petit peu autour de 15%. C'était 50% à la sortie de la guerre en 1950. Donc on a divisé par 4 le prix de notre alimentation pendant cette période-là. Donc les vrais gagnants du changement et du choix de l'agriculture intensive, c'est les consommateurs. Toutes choses égales par ailleurs, en sachant est-ce que c'est toujours équilibré, tout ça, on peut discuter de ça. Mais du coup, si on ne revient pas sur combien on est prêt à payer pour notre alimentation, le système il est coincé. Et de fait, c'est un choix de société. C'est-à-dire qu'on maintient artificiellement le prix bas des produits, des denrées agricoles, et en face, on maintient artificiellement bas le prix des pesticides, par exemple, pour que les agriculteurs puissent se retrouver. Et ça, c'est un choix de société qu'on a fait. Voilà, donc si on veut bouger ça, il faut qu'on bouge énormément de choses. Ok, merci Xavier pour présentation et échange.